Depuis que nous avons commencé la série sur les drapeaux du monde, nous nous sommes déjà intéressés aux drapeaux de plusieurs États du continent africain. Et beaucoup d'entre eux ont pour point commun d'avoir des étendards qui arborent les trois couleurs traditionnellement associées au mouvement panafricain, à savoir le vert, le jaune et le rouge. Si ces couleurs sont à l'origine celles du drapeau de l'Éthiopie, seul pays du continent noir ayant résisté avec succès à la colonisation européenne, le deuxième pays à avoir adopté ces couleurs sur sa bannière officielle est aussi l'un des premiers États d'Afrique subsaharienne à avoir accédé à l'indépendance. Ce pays, qui est notamment connu pour être le deuxième producteur mondial de cacao, pour avoir donné au monde un secrétaire général des Nations Unies et dont l'équipe de football s'est particulièrement illustrée durant la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, est le cadre de ce 65e épisode des Drapeaux du Monde. Bref, direction le Ghana. La République du Ghana est un pays d'Afrique de l'Ouest d'une superficie de 240 000 km² et dont la population s'élève à près de 35 millions d'habitants. Bordant le golfe de Guinée qui donne sur l'océan Atlantique au sud, le Ghana a pour voisins la Côte d'Ivoire à l'ouest, le Burkina Faso au nord et le Togo à l'est. Étant situé juste au nord de la ligne de l'équateur, le territoire ghanéen bénéficie d'un climat tropical avec une température moyenne qui se situe toute l'année aux alentours de 30 degrés. Le Ghana a notamment la particularité d'abriter sur son sol le plus grand lac artificiel au monde, le lac Volta, créé par le barrage d'Akosombo qui fut construit dans les années 60 et qui est une source d'électricité primordiale pour le pays. Autre particularité, le Ghana est le pays le plus proche, 614 km pour être précis, de ce qu'on pourrait appeler le centre géographique du monde, c'est-à-dire le lieu où se croisent en plein dans l'océan Atlantique la ligne de l'équateur et le méridien de Greenwich qui coupent chacun le globe terrestre en deux parties égales. Sans surprise, la population ghanéenne, comme celle des autres États africains, se caractérise par sa diversité ethnique et religieuse. Les plus importants des quelques 70 groupes ethniques qui composent la société ghanéenne sont les Akan, les Mossi Dagbon, les Ewe, les Ga Adangme et les Gourmantché. Environ 80 langues sont parlées au Ghana, mais l'anglais est la seule langue officielle de cette ancienne colonie britannique. Sur le plan religieux, 71% des Ghanéens sont chrétiens, dont 49% de protestants. Environ 20% sont musulmans, 3% sont animistes et les quelques 5% restants sont soit sans religion, soit adhèrent à une autre croyance. Située au bord du golfe de Guinée, la capitale du Ghana, Accra, est aussi la ville la plus peuplée du pays. Son aire urbaine compte en effet plus de 5 millions d'habitants, soit environ 1/7 de la population ghanéenne. L'histoire du territoire ghanéen avant l'arrivée des Européens demeure largement méconnue. On sait par des sources médiévales provenant d'historiens, de géographes et de commerçants arabes et berbères que cette région vit plusieurs peuples s'y installer les uns après les autres et différents royaumes émerger au fil des siècles. À noter que le territoire de l'actuel Ghana n'a rien à voir avec celui de l'Empire du Ghana qui exista du 3e au 13e siècle et qui s'étendait sur une partie des actuels Mali et Mauritanie. Le terme Ouagadou, qui désignait cet empire dans une langue locale d'Afrique de l'Ouest, fut transformé en Ghana par les marchands arabes qui entrèrent en contact avec l'empire éponyme. Ouagadou viendrait de Kayamagan, titre désignant les souverains de l'empire du Ghana et qui se traduit littéralement par « souverain de l'or ». Mais par la suite, le terme Ghana fut utilisé par les Arabes puis par les Européens pour désigner tout à la fois le souverain, son empire et la capitale de ce dernier. Si le territoire de l'actuel Ghana a vu tant de peuples s'installer et tant de royaumes émerger, c'est parce que, comme l'Empire du Ghana, situé 800 km plus au nord, son sous-sol abrite un métal précieux convoité depuis toujours par l'homme, l'or. Les souverains de cette région s'enrichirent grâce à l'extraction et au commerce de l'or et devinrent rapidement célèbres pour l'opulence de leurs palais et leurs prouesses guerrières. C'est entre le XIe et le XVIe siècle que se mit plus ou moins en place
l'actuelle composition ethnique du territoire de l'actuel Ghana et c'est aussi durant cette période que plusieurs royaumes importants émergèrent. Le royaume de Dagomba, qui vit notamment l'ouverture de la première université au Ghana et par lequel l'islam fut introduit dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest, le royaume de Bono, qui profita pleinement du boom du commerce de l'or et qui fut le foyer d'origine du peuple Akan, la principale ethnie du Ghana. Et surtout, l'empire Ashanti, fondé au XVIIe siècle par le chef Oti Akenten, qui prit le titre de Hassan Tehene, soit le roi des Ashanti. Au départ, simple confédération rassemblant différents États Akan, dont les Ashanti étaient un des groupes composant cette ethnie, l'empire Ashanti devint un État unifié sous le règne de Osei Tutu. À son apogée, entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, l'empire Ashanti se caractérisa par son haut degré de centralisation et par le développement impressionnant pour l'époque de son administration. Sous le règne de Osei Tutu, l'empire Ashanti, qui enchaîna les succès militaires face à ses voisins, domina une grande partie de l'actuel Ghana. Au cours de son règne, Osei Tutu fut fortement épaulé par Okomfo Anokye, premier prêtre de l'empire Ashanti et qui fut notamment le codificateur de la constitution et des lois de ce dernier. Surtout, il est à l'origine du trône royal Ashanti, aussi appelé trône d'or. Selon la légende, c'est lui en effet qui aurait fait descendre du ciel sur les genoux d'Osei Tutu ce cadeau divin censé symboliser le pouvoir ultime, l'unité de tous les États composant l'empire Ashanti, ainsi que l'âme de tous les sujets de ce dernier, morts, vivants et futurs nés. Encore aujourd'hui, le trône d'or demeure un symbole incontournable au Ghana. Avec les grandes découvertes, les Européens commencèrent à s'intéresser à l'Afrique de l'Ouest et notamment aux côtes de l'actuel Ghana et ses réserves en or, ce qui fait que cette région fut rapidement surnommée la Côte d'Or ou Gold Coast en anglais. Comme bien souvent, quand il s'agit de l'exploration et de la colonisation de l'Afrique, les premiers Européens à s'installer sur les côtes ghanéennes furent les Portugais qui, au XVe siècle, fondèrent des forts et des comptoirs entièrement dédiés au commerce de l'or. Ils furent suivis en cela par les Néerlandais à la fin du XVIe siècle, puis par les Suédois et les Danois au XVIIe siècle, et même les Prussiens au XVIIIe siècle. C'est également durant cette époque que le commerce des esclaves, dans le cadre du commerce triangulaire, débuta au Ghana. En tout, ce sont plus d'une trentaine de places fortes qui furent édifiées sur la côte ghanéenne par les Européens au cours de la période coloniale. Mais ce sont finalement les Britanniques qui vont s'imposer et faire du Ghana, qu'ils appelèrent Gold Coast, leur colonie. La Grande-Bretagne s'implante sur la côte à partir de 1821 et après avoir acheté les possessions danoises en 1850, puis néerlandaises en 1872, elle commence à étendre son emprise sur l'intérieur des terres. Mais les Britanniques se heurtèrent pendant près d'un siècle à la résistance farouche des royaumes Akan, à commencer par l'empire Ashanti, qui réussit à tenir tête aux Anglais jusqu'à leur défaite lors de la guerre du Trône d'Or en 1900, à la suite de laquelle l'empire Ashanti devint un protectorat britannique. Après la Première Guerre mondiale, avec l'intégration de la partie occidentale de l'ex-colonie allemande du Togoland, la Gold Coast britannique, futur Ghana, avait atteint ses frontières définitives. Sur le plan administratif, la Gold Coast était divisée en 4 territoires. La Gold Coast à proprement parler, qui correspond à la région côtière de la colonie, le pays Ashanti, les territoires du Nord et le Togoland. Après la Seconde Guerre mondiale, la Gold Coast, comme l'ensemble des colonies africaines, vit l'émergence de mouvements indépendantistes. Dans ce qui deviendra le Ghana, le combat pour l'indépendance fut notamment mené par un certain Kwame Nkrumah. Ce dernier mena une campagne non violente en faveur du départ des Britanniques. Manifestations, grèves, non-coopération avec les autorités coloniales, pour ne citer que quelques exemples. Bien que condamné à une peine d'emprisonnement, il fut élu député en 1951, puis devint Premier ministre de la Gold Coast l'année suivante. C'est alors qu'il lança une politique d'africanisation qui devait conduire à l'indépendance. Finalement, le 6 mars 1957, les 4 territoires qui formaient jusque-là la colonie de la Gold Coast s'unissent pour former un tout nouvel État souverain. Kwame Nkrumah,
qui en est le dirigeant fondateur, décide de baptiser son pays Ghana afin de marquer le retour à la liberté ainsi que l'unité des nombreux peuples qui composent cette nouvelle nation, mais aussi de rappeler le passé prestigieux de cette région ainsi que ses richesses naturelles, à commencer par l'or bien sûr, et de montrer à ses concitoyens la voie vers un avenir meilleur. Le drapeau du Ghana, adopté le jour même de l'indépendance, le 6 mars 1957, est composé de 3 bandes horizontales, rouge, jaune et verte, avec une étoile noire à 5 branches au centre de l'étendard. Ce drapeau fut conçu par Theodosia Oko, une artiste mondialement réputée qui est aussi connue pour avoir popularisé le hockey au Ghana. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, les couleurs des 3 bandes du drapeau ghanéen sont celles du mouvement panafricain qui lutta durant la seconde moitié du XXe siècle en faveur de la décolonisation et de l'émancipation des nations africaines. Ces couleurs étaient à l'origine celles du drapeau de l'Éthiopie qui avait réussi à repousser les tentatives de conquête coloniale européenne, en l'occurrence celle de l'Italie à la fin du XIXe siècle. Le Ghana fut ainsi le 2e pays d'Afrique à adopter le rouge, le jaune et le vert comme couleurs officielles de son drapeau, la différence avec la bannière éthiopienne étant l'ordre inversé des couleurs. À son tour, le drapeau du Ghana, avec ses 3 couleurs et son étoile noire à 5 branches, sera une source d'inspiration pour la création des drapeaux de 2 autres États africains, la Guinée-Bissau et Sao Tomé et Principe, 2 colonies portugaises qui accédaient respectivement à l'indépendance en 1974 et en 1975. Quant au drapeau ghanéen lui-même, le rouge rend hommage à ceux qui ont versé leur sang pour obtenir l'indépendance, tout en représentant l'amour que les Ghanéens portent pour leur pays. Le jaune symbolise les fabuleuses ressources minières dont le Ghana regorge dans son sous-sol, à commencer par l'or bien sûr, mais aussi les diamants, la bauxite ou le manganèse. Quant au vert, il représente en même temps la forêt et les ressources naturelles, notamment agricoles, dont le Ghana est un grand producteur et exportateur. Au centre du drapeau, l'étoile noire représente l'émancipation de tout le continent africain et sa lutte victorieuse en faveur de la décolonisation. En 1958, le drapeau du Ghana connut une première modification avec l'ajout d'une 2e étoile noire à 5 branches afin de symboliser la création de l'Union des États africains qui réunissait alors le Ghana à la Guinée, une ex-colonie française qui venait d'arracher son indépendance. Une 3e étoile fut ajoutée à cette bannière en 1961 pour marquer l'entrée du Mali dans cette union qui fut finalement dissoute en 1963. En 1964, suite à un référendum, le drapeau ghanéen retrouva son unique étoile noire, mais la bande jaune fut supprimée et remplacée par une bande blanche afin qu'il ressemble au drapeau du parti du président Kwame Nkrumah, le parti de la Convention du peuple, seul parti alors autorisé au Ghana. Mais cette décision provoqua un tollé au sein de la population. Et en 1966, avec la chute de Nkrumah, la bande jaune fut rétablie et le drapeau du Ghana retrouva ainsi son apparence originelle. Lorsqu'il obtient son indépendance en 1957, le Ghana adhère au Commonwealth, organisation qui rassemble les ex-colonies de l'Empire britannique, et son chef de l'État n'est autre que la reine Elisabeth II. Kwame Nkrumah, qui a mené victorieusement la lutte pour l'indépendance de son pays, devient Premier ministre. Mais en 1960, suite à un référendum, le Ghana devient une république et sans surprise, Nkrumah en est le premier président. Il instaure rapidement un régime autoritaire dans lequel il réprime ses opposants politiques, truque les élections et organise un véritable culte de la personnalité autour de lui. En 1964, un nouveau référendum fait du Ghana un régime à parti unique, tandis que Nkrumah devient président à vie. Sur le plan idéologique, celui qu'on peut désormais qualifier de dictateur se réclame du socialisme et du panafricanisme. Et sur le plan extérieur, le Ghana s'affirme comme l'un des principaux acteurs du mouvement des non-alignés, cet ensemble de pays d'Afrique et d'Asie qui refusent de s'aligner politiquement sur l'un des 2 grands blocs qui dominent alors le monde dans le contexte de la guerre froide. Mais en 1966, alors qu'il est en voyage chez ses alliés chinois, Kwame Nkrumah est renversé par un coup d'état militaire. S'ensuit une période de 25 ans durant laquelle le Ghana,
qui s'enfonce dans l'instabilité politique et la crise économique, alterne entre des gouvernements civils et militaires. Il faudra attendre 1992 pour que la démocratie s'installe de manière durable au Ghana avec l'organisation d'élections libres. Depuis cette date, le pays s'est imposé comme un véritable modèle de stabilité politique, de démocratie et de développement économique en Afrique de l'Ouest, voire sur tout le continent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le PIB par habitant du Ghana, exprimé en parité de pouvoir d'achat, est de 6 500 $, soit le 16e plus élevé d'Afrique sur les 54 États que compte le continent et le deuxième plus élevé d'Afrique de l'Ouest après le Cap-Vert. Son indice de développement humain, l'IDH, est le 17e plus élevé d'Afrique et le deuxième d'Afrique de l'Ouest, là encore derrière le Cap-Vert. Et dans le classement des pays les plus démocratiques, le Ghana se classe à la 60e place mondiale et au 5e rang au niveau africain. Preuve de la stabilité politique du pays, depuis les élections multipartites de 1992, le Ghana a connu des élections libres et régulières jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces bonnes performances font que malgré sa taille moyenne, le Ghana joue un rôle important sur la scène africaine et mondiale. La preuve, de 1997 à 2006, c'est un Ghanéen, Kofi Annan, qui fut secrétaire général des Nations Unies. Sur le plan économique, le Ghana est surtout connu pour être le deuxième producteur mondial de cacao derrière son voisin, la Côte d'Ivoire. Le cacao ghanéen est par ailleurs réputé pour être de très grande qualité. Mais le pays produit également des hydrocarbures, gaz et pétrole, ainsi que le métal qui a fait sa richesse et sa réputation pendant des siècles, l'or. Le Ghana est ainsi le 7e producteur mondial d'or et le premier du continent africain. Par ailleurs, le pays cherche à développer des secteurs comme la finance, les hautes technologies et le tourisme. Bien entendu, ce tableau plutôt flatteur ne doit pas faire oublier que le Ghana reste confronté à de nombreuses difficultés. Près d'un quart des Ghanéens vivent sous le seuil de pauvreté. La corruption, bien que moins forte qu'ailleurs en Afrique, reste importante. Les tensions interethniques demeurent. Les scrutins présidentiels, bien que libres et transparents, sont parfois émaillés de violence. Et le pays se trouve dans une région, l'Afrique de l'Ouest, toujours en proie à l'extrême pauvreté et qui s'enfonce dans l'instabilité politique et les conflits armés. Mais malgré tout, le chemin parcouru par le Ghana sur le plan de la démocratie, de la stabilité politique et du développement économique peut servir d'exemple pour d'autres États africains qui en ont désespérément besoin. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée au drapeau de ce pays passionnant qu'est le Ghana. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo comme toutes les autres. N'oubliez pas non plus de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Pour le 66e épisode des Drapeaux du Monde, nous irons en Europe du Sud-Est à la découverte du drapeau d'un pays certes petit, mais à l'histoire, à la culture et au rayonnement incomparable, la Grèce. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt les amis. Salut!